Bonjour et bienvenue dans votre podcast Le Lien. Quelles sont les grandes étapes de nos vies et comment y faisons-nous face ? L'amour, la liberté, la maladie physique ou psychique, un deuil, un changement professionnel, le désir, l'arrivée d'un enfant, la vie à deux. Comment notre psyché, dans sa diversité, y fait face, s'y confronte, s'adapte et évolue ? Je suis Muriel et je vous accompagnerai dans nos réflexions, accompagnée par des personnes inspirantes. Je suis psychologue clinicienne, spécialisée dans les maladies somatiques et handicap. Ce podcast, Le Lien, est né de l'association du même nom, dont l'objectif est de mettre du lien à tous les niveaux, que cela soit psychique, social, familial ou professionnel, et de nous permettre de mettre du sens là où parfois il peut nous échapper. Le Lien, épisode 0, le cancer et moi. Mon histoire de vie est une histoire faite de grandes joies, de grandes violences, d'immenses plaisirs, de grandes tristesses, de profondes déceptions, de terribles décisions, de doutes, de questionnements. Mais le tout en fait a toujours été empreint d'une immense confiance dans la vie. Et pourtant par 2 fois le cancer m'a frappée. Déjà, lors de ce premier drame, mes enfants étaient très jeunes à l'époque. Et j'ai essayé de refaire le roman de ma maladie, de comprendre pourquoi ça m'arrivait à moi. Moi qui ne buvais pas, qui ne fumais pas non plus. J'avais une vie plutôt très saine, même si je travaillais beaucoup et que je m'occupais de mes enfants. Je continuais un petit peu à prendre soin de moi physiquement, c'est-à-dire que je marchais au parc régulièrement avec mes enfants le week-end. Et soudainement, j'étais comme engloutie par la violence de cette maladie potentiellement létale, de ma mort possible, doublée de cette incompréhension du « mais pourquoi moi ?» comme si on était responsable de sa maladie. Ça m'a plongée dans un profond désarroi. Et cependant, je n'ai jamais perdu l'optique finalement de la vie, parce que je n'ai jamais douté un seul instant que je ne vivrais pas. L'éventualité de ma mort n'était pas possible alors. Je ne pouvais pas imaginer de laisser derrière moi 2 orphelins, de mère en fait, à un âge aussi jeune. Je suis persuadée que cela m'a sauvée, malgré les difficultés qui ont notamment été liées à une grande erreur médicale qui a failli me coûter la vie et aussi à la dureté des traitements. J'avais une envie tellement forte de vivre et de voir grandir mes enfants et surtout de continuer à expérimenter la vie alors que je n'avais que 40 ans. J'ai eu la grande chance d'être entourée par ma famille, par mes parents, mes sœurs. En fait, ils habitent à plus de 700 km de chez moi et ils ont mis leur vie entre parenthèses pour se relayer à mon chevet, notamment pendant les 3 mois où j'étais vraiment jetée entre la vie et la mort, à cause de l'erreur médicale. Ils se sont alors occupés de moi et de mes enfants, mais également après pendant les mois qui ont suivi, parce que j'étais alors dans l'incapacité de faire autre chose que de subir tous les traitements et d'essayer de survivre aux douleurs qui étaient terribles que l'erreur médicale avait provoquées dans tout mon corps. C'est très compliqué en fait quand on vous annonce que vous avez un cancer, parce qu'en fait vous vous sentez pas malade. Vous vous sentez en santé. Oui, j'étais fatiguée, mais je me sentais pas malade. Et en fait, c'est les traitements qui m'ont fait toucher du doigt la maladie, puisque c'est les traitements qui vous rendent malade. Les chimiothérapies, les opérations, les radiothérapies. Et en fait, bien sûr, ça vous soigne. Mais là, c'est le premier paradoxe du cancer. Enfin, c'est vraiment le premier parce qu'il y a plusieurs paradoxes dans le vécu du cancer. Et en fait, pour la première fois, donc, je touchais moi ma finitude, ma fragilité, la possibilité que tout s'arrête. Alors même que je travaillais beaucoup, je m'occupais de mes enfants, et très peu de moi finalement, j'avais encore plein de désirs. Mais je me disais toujours, oh, plus tard je ferai ça, plus tard je voyagerai, plus tard je reprendrai mes études, plus tard je découvrirai de nouvelles choses, plus tard je me mettrai à la peinture. Et là, face à cet ultimatum, finalement, j'ai commencé à beaucoup réfléchir, notamment au début au fond de mon lit. Et j'ai commencé à élaborer tout ce qui me traversait, avec une psychologue clinicienne qui m'a énormément aidée à traverser cette terrible épreuve. On peut guérir du cancer grâce aux soins des médecins, mais également aussi en partie grâce à son propre moral, à sa libido, qui est la pulsion de vie. Parce que le corps et la psyché, finalement, ça va de pair. D'ailleurs, on dit bien que la maladie, ça correspond au mal à dire. Et le corps exprime tout ce qui ne va pas. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je traversais un terrible divorce qui était très, très compliqué. J'avais beaucoup de violences morales, en fait, qui se passaient pendant ce divorce. Et aussi pendant les 9 mois, lors duquel mon cancer a poussé en moi, en fait, je pleurais toutes les nuits.
Et je diminuais ainsi, sans m'en rendre compte, en fait, toutes mes défenses immunitaires. Je m'épuisais physiquement et psychiquement sans m'en rendre compte. Et c'était surprenant parce que pour la première fois depuis que j'étais adulte, finalement, on prenait soin de moi parce que j'étais malade, que j'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Alors que c'était moi qui d'habitude, finalement, prenais soin de mes amis, de ma famille proche et de mes collaborateurs. Or là, tout s'effondrait pour moi. J'ai fini par guérir, j'ai repris le cours de ma vie, mais c'était un cours différent. Parce que ça avait été tellement malmené et bouleversé par les différentes prises de conscience qui m'ont traversé à ce moment-là, pendant ces 2 années où je me suis battue contre ce cancer pour guérir. En fait, je me suis battue pour guérir en premier, pour récupérer de la force, de l'énergie, avec un corps finalement amoindri, à jamais marqué par certaines douleurs. Mes cheveux avaient repoussé, donc j'étais très heureuse, entre autres. J'avais pu reprendre mon travail à mi-temps au début, et puis après, au bout d'1 an, à temps complet. Et déjà à ce moment-là, en fait, je nourrissais le projet de devenir psychologue, qui était un projet, un rêve que j'avais depuis que j'étais jeune. Mais j'avais fait des études de commerce international qui n'avaient rien à voir, mais j'avais toujours aimé effectivement tout ce qui avait trait à l'humain, à la psychologie. Et en fait, autant pour le premier cancer, je refusais d'être avec les autres victimes, comme moi, de cette maladie. Je me débrouillais toujours pour arriver juste pour les soins. Et je repartais tout de suite après, pour ne pas rester en lien avec les autres malades. La seule chose finalement que j'ai faite en lien avec d'autres personnes malades effectivement du cancer, ça a été la pratique d'un sport adapté. Et c'était organisé par l'association La Camille et c'était fait à l'hôpital. Mais en fait, on parlait jamais du cancer. On était toujours là pour se faire du bien, pour avancer, pour rire, pour transpirer aussi. Et surtout, c'était pour récupérer son corps, un corps qui nous avait fait défaut. Parce que c'est là le deuxième paradoxe du cancer en fait. On croit que ce corps est à notre disposition, qu'il est immuable, surtout quand on est relativement jeune, et tout d'un coup il s'effondre, il est même plus là pour nous soutenir, comme si le corps et l'esprit se séparaient totalement. J'ai envoyé à ce moment-là, quand j'ai su que j'avais un deuxième cancer en fait, enfin un deuxième cancer, que j'avais un cancer de nouveau. J'ai envoyé un texto à mes parents, et devant la teneur du texto, ils sont arrivés chez moi 48 heures plus tard, ils sont repartis uniquement 8 mois plus tard. En fait, j'avais plus la force, j'avais ni l'envie, la force, ni l'envie vitale de me battre. J'étais effondrée, je souffrais encore tous les jours de douleurs dues à l'erreur médicale et des séquelles des traitements, en fait, qui étaient une grande fatigue, une fatigabilité également, des douleurs neuropathiques au niveau des pieds, des articulations. Mais c'était surtout cette douleur quotidienne et l'essoufflement permanent qui étaient très difficiles à vivre. Et je faisais déjà, depuis quelques mois avant cette annonce, un travail avec une autre psychologue, car j'avais été harcelée au niveau professionnel plusieurs fois. Et j'avais fait un burn-out la dernière fois, et j'avais pris donc la décision que cela ne m'arriverait plus. Mais pour cela, j'avais besoin de comprendre le mécanisme psychique qui sous-tendait effectivement ce harcèlement, et pour ne plus jamais laisser mon pouvoir à qui que ce soit. Cette psychologue m'a beaucoup accompagnée durant tout le traitement, m'a accompagnée dans son cabinet, à l'hôpital, chez moi également. Elle m'a aidé également à prendre la décision de reprendre mes études, ce que j'ai fait pendant les traitements, et je suis devenue psychologue clinicienne. Je me suis spécialisée dans les maladies somatiques et le handicap, parce que j'étais animée par la question de pourquoi certaines personnes reprenaient le cours de leur vie, après cette terrible épreuve, ou après n'importe quelle maladie potentiellement létale, voilà, un certain cours de vie, c'est-à-dire un certain cours de vie professionnel, familial, amoureux, social, alors que d'autres personnes étaient comme à l'arrêt. Et ça, c'est vraiment le troisième grand paradoxe du cancer, qui m'a vraiment perturbée, interrogée, questionnée. Et parce que finalement, quand les médecins annoncent la rémission, donc cette guérison physique, en fait, elle obéit à une temporalité qui n'est pas la même que la temporalité psychique. Souvent, les gens, en fait, ils ne se sentent pas guéris quand le médecin leur annonce. Et pour pouvoir intégrer cette guérison, en fait, il y a un ensemble de remaniements psychiques qui doivent être faits et qui doivent être élaborés pour transformer cette épreuve en quelque chose qui a du sens. Donc j'ai travaillé beaucoup sur cette question, j'ai fait beaucoup de recherches dans le cadre universitaire avec des patients et d'autres volontaires que j'ai interrogés pour ma recherche pour comprendre en fait ce qui se jouait au niveau psychique lors de cette guérison, lors de cette rémission physique. J'ai élaboré un nouveau concept que je dois encore travailler et j'ai créé une association Le Lien avec d'autres amis pour offrir des psychothérapies à des personnes malades mais également des accompagnants et toute personne en souffrance quelle qu'elle soit. Donc à un coût très modéré et pour permettre aussi de recréer du lien
à tout niveau, car le lien, c'est la vie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné durant ce premier podcast Le Lien, et j'aurai la joie de vous retrouver pour un nouveau sujet très prochainement.